y va. On y va? Très bien. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Margot Michaud, je suis chargée de projet technique au sein de l'UNEP, l'Union nationale des entreprises du paysage, et je vais animer cette conférence aujourd'hui. Je vais vous faire une petite introduction avant que nos intervenants prennent la main et se présentent par la suite. La conférence que vous venez voir aujourd'hui porte le thème de Terre fertile, d'une réflexion globale à la mise en filière pour la création des sols fertiles de demain. On va vous expliquer un peu ce qu'on veut dire derrière. Cette conférence soulève plusieurs questions. Déjà, quelles solutions proposer pour se passer de la terre fertile naturelle tout en renaturant les villes, qui est un enjeu important aujourd'hui. Comment mieux considérer le sol comme une potentielle ressource et le prendre en compte dans les projets d'aménagement. Et c'est ce que cette conférence propose de traiter aujourd'hui. Donc c'est une conférence qui est portée par Terre Fertile. Pierre-Georges, ici présent, présentera Terre Fertile juste après. Et donc les intervenants qui participent aujourd'hui, Pierre-Georges, directeur de Terre Fertile, Muriel Roche, chef de projet chez Citral, Lisa Michaudel, chef de projet ville de Villeurbanne, Ornella Baronic, chargée de projet chez InSitu, et enfin Pierre-Yves Esparcieux, directeur de PHV Carrière Matériaux, qui se présenteront chacun au début de leur intervention. Donc je laisse la main à Pierre-Georges pour le début de sa présentation. Oui. Bonjour à tous, merci d'être si nombreux au sujet de cette thématique qui nous concerne tous, qui est celle des sols pour nos aménagements paysagers en zone urbaine. Donc rapidement pour introduire le sujet, c'est que aujourd'hui, si on veut continuer à végétaliser la ville, il faut nécessairement repenser à quel sol on va offrir à nos végétaux demain. Et je trouvais intéressant de présenter un peu aujourd'hui ce qui se passe au niveau de la filière, au niveau de notre gestion des sols, et voir ce qui serait possible d'améliorer pour mieux prendre en compte cette ressource et mieux recréer des sols fertiles résilients. Donc dans un premier cas, en fait, si on prend l'exemple de la métropole de Lyon, jusqu'aux dernières décennies, on ne s'était pas trop posé la question de d'où venait cette ressource en terre végétale, et parce qu'on élargissait finalement l'espace urbain, donc cette ressource en terre végétale était aux portes de la ville, et parallèlement on créait des parcs, des espaces paysagers en ville, donc c'était quand même assez aisé d'orienter cette terre végétale qui venait de l'extérieur de la ville vers les zones urbaines dans lesquelles il y en avait la nécessité. Aujourd'hui, avec le contexte de zéro artificialisation nette du territoire, on a naturellement et fort heureusement moins accès aussi facilement à cette ressource en terre végétale. Donc ça permet de repenser un peu notre conception des sols. Et en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que à l'échelle de la métropole de Lyon, c'est que comment on fait aujourd'hui, parce qu'on évacue beaucoup en fait de déblais de nos aménagements urbains et périurbains. Et parmi ces déblais, il y a des potentielles terres ressources qu'on pourrait réutiliser comme des terres fertiles. Et en fait, du coup, ça c'est juste une première introduction pour expliquer qu'aujourd'hui on est dans un double flux de matière. On importe des terres végétales de l'extérieur et on évacue nos propres terres de sous-sol vers l'extérieur de la ville. Donc comment repenser un peu ces flux ? Donc on s'aperçoit en fait que quand on s'intéresse au sujet, que cette ressource en sol, elle n'est pas forcément très bien gérée. Quand on est dans un chantier de terrassement, on va souvent se soucier sur la qualité géotechnique du sol pour savoir si le projet va tenir debout finalement au sens propre. Et on s'intéresse aussi par les sols, par la casquette un peu pollution, parce qu'il y a des sujets sur l'état sanitaire des sols et les filières appropriées pour orienter ces terres potentiellement polluées. Mais on s'intéresse rarement à la qualité agronomique de cette terre, en fait. Donc déjà, là, il y a un premier élément qui est important de considérer quand on va aménager un foncier pour créer un projet. De l'autre côté, c'est qu'en fait, on s'aperçoit aussi, si toutefois on identifie une terre potentiellement intéressante, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est-à-dire qu'il faut un site récepteur qui est capable de recevoir cette terre et de proposer des mélanges adéquats pour recréer des sols fertiles. Et on s'aperçoit aussi qu'on a d'autres alternatives qui peuvent être disponibles sur le territoire, mais qui ont plutôt une approche matériaux, c'est-à-dire succinctement de la terre issue de multi-chantiers qui proviendraient de chantiers de réseau, de voiries divers et autres, qui sont toutes mélangées, homogénéisées, criblées, c'est-à-dire qu'on retire la fraction fine et la fraction grossière.
brassés ensemble et mélangés avec un peu de compost. Et le lendemain, ça se propose comme de la terre végétale. Et ça, en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas biologiquement fonctionnel pour notre sol. Donc, c'est de reconstruire un peu des logiques plus axées sur la qualité du sol. Donc, face à tous ces constats, un petit peu comment agir et comment répondre à cette demande croissante de végétalisation et à quelle échelle. Donc, le sujet aussi un peu de terre fertile, du coup, c'est de s'intéresser finement à la qualité des terres qui vont être impactées dans ces futurs projets d'aménagement et d'aller cibler ces potentielles ressources en terre afin de les sortir un peu d'un schéma de gestion classique qui serait typiquement, je prends la terre, je la mets dans un camion et je l'évacue dans une décharge ou une installation de stockage de déchets inertes. Donc si cette ressource elle est identifiée comme potentiellement intéressante pour recréer un sol fertile, c'est de l'orienter vers un schéma de valorisation in situ, donc soit sur des projets, on va avoir quelques exemples tout à l'heure, soit directement sur des plateformes réceptrices qui seraient du coup adéquates à recréer ces sols fertiles, moyennant un temps de stockage, une ingénierie derrière, et qui permettrait du coup aux entreprises du paysage de pouvoir aller récolter finalement ces terres fertiles sur des plateformes dédiées dans ce réseau de partenariat. Tout ça, ça implique de créer des ponts en fait entre des corps de métier que sont principalement VRD, paysage, et de reconsidérer la gestion de la ressource en sol comme quelque chose de central dans ces exemples. Donc je vais donner la main à Muriel Roche, chef de projet TEDIS, qui va du coup expliquer un petit peu le cheminement dans lequel le Citral est arrivé dans le sujet des terres fertiles. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler des lignes de tramway T6, T9 et T10, donc qui sont dans le plan de mandat Citral, donc qui sont des opérations soit en travaux, soit qui sont en passe de l'être. D'abord, quelques chiffres peut-être sur ces lignes pour montrer le linéaire qui sont concernés. Donc pour T10, on est à peu près sur 8 km de linéaire, T9, 11 km et T6, 6 km. Et on a aussi une ligne de bus à haut niveau de service de 9 km de long. Sur ces lignes-là, qui sont donc sur le nord de l'agglo, le sud ou plutôt en est-centre de l'agglomération, on a aussi un parti pris sur ces nouveaux projets qui est une végétalisation très forte des aménagements. Donc ça veut dire, quand on est sur des lignes de tramway, de la végétalisation au maximum de la plateforme tramway, et puis aussi des bandes plantées nombreuses sur le long des aménagements du tracé. Donc en quelques chiffres, vous avez le nombre d'arbres tiges et de CP qui sont prévus sur chacun des projets. Donc on est sur plus de 1000 arbres pour T10, plus de 1300 arbres sur T9, 560 sur T6, et puis sur des surfaces d'espace vert de l'ordre de 37 000 mètres... des volumes de terre végétale qui sont de l'ordre de 37 000 mètres cubes sur T10, 30 000 sur T9, 15 000 sur T6. Donc on voit à droite une perspective du projet de T6 Nord qui montre à la fois la végétalisation de la plateforme, les espaces plantés en strate basse et puis avec des arbres projets. Donc on voit que à la fois les nombres de végétaux, les surfaces de végétaux sont très importantes et les volumes de terre le sont tout autant. Du coup, ça nous a amené à réfléchir sur ces projets-là à la question de la création de terres fertiles sur les projets. Et donc sur les projets de tramway T10, T9 et T6, on a mis en place une démarche de fertilisation des terres. Donc je parlerai un peu plus en détail de l'exemple de T10, mais qui se concrétise finalement par la mise en place de plateformes dédiées pour chacun des projets pour la fertilisation de ces terres, de la gestion des terres excavées sur chacun des chantiers par différents lots de travaux, de la gestion de la fertilisation des terres et des plateformes de terre par d'autres lots de travaux qui sont les lots de plantation, et un peu de tout ce qu'on met en place en tant que maître d'ouvrage pour rendre ça possible. En fait, ça commence au niveau des projets dès les phases d'études avec des analyses qui sont faites sur les matériaux que l'on a en place, sur le linéaire du tracé,
Sur T10, on a par exemple des analyses qui ont été faites sur l'ensemble du linéaire et plus spécifiquement sur aussi des zones où on va créer des ouvrages d'art, donc on va avoir des terrassements beaucoup plus importants pour voir quels matériaux sont en place sur ces différents sites, faire des hypothèses sur les matériaux qui sont valorisables, ce qui nous amène derrière à définir des surfaces de plateformes à aménager dans le cadre des travaux. Il y a au niveau de la maîtrise d'ouvrage toute une démarche qui est faite aussi pour trouver des terrains à mettre à disposition des entreprises pour la fertilisation des terres. Si je donne l'exemple de T10, on a mis à disposition des entreprises de travaux une plateforme de 20 000 m² et une autre plateforme de 10 000 m², donc avec l'objectif d'être au plus proche des zones de travaux. Et puis ensuite, il y a tout un sujet de comment on gère les interfaces entre les lots qui font l'extraction de ces matériaux. Donc typiquement, beaucoup de lots ouvrages d'art ou de lots d'infrastructure. Quelles dispositions ils prennent pour extraire ces matériaux, amener sur la plateforme des matériaux valorisables et comment ensuite les marchés de plantation prennent le relais sur la fertilisation de ces matériaux. Ça nécessite de prévoir ça au niveau planning également, puisque la fertilisation des terres, c'est quand même un minimum d'1 an où on considère qu'il y a un processus de fertilisation qui se fait. Et puis après, c'est aussi comment on va gérer des matériaux qui viennent d'autres chantiers potentiellement, qu'on va venir valoriser sur les plateformes pour être mis en place sur les travaux. Donc ça suppose un certain nombre de dispositions qui sont travaillées dès la phase étude, dans la contractualisation des marchés de travaux, et puis après, pour la finalisation des processus, en phase de travaux, en fonction aussi des stocks disponibles ailleurs que sur le chantier, voir à l'instant T qu'est-ce qui est disponible, qu'on amène sur les plateformes terre fertile, et puis comment le processus de fertilisation aussi, la durée théorique d'1 an, comment est-ce qu'on met en place aussi le processus qui permet de vérifier que les terres qui sont traitées sur ces plateformes, du coup, sont aptes ensuite à être mises en place sur le chantier. Donc voilà, on teste sur ce mandat-là, ce principe-là. Donc c'est la première fois que ça se fait sur les projets Citral, avec l'idée derrière d'en tirer le bilan, puisqu'on aura développé ça sur 3 opérations, pour aussi voir quels sont les points d'amélioration, qu'est-ce qui est perfectible pour les prochains projets, et puis aussi à vraiment établir un processus un peu plus détaillé pour les projets à venir. Voilà globalement. Très bien. Pour le retour Citral. Merci Muriel pour ce retour. Je vous laisse donner le micro à Lisa Michaudel de la ville de Villeurbanne, qui va faire un retour d'expérience également sur un projet mené par la ville. Oui, donc bonjour à tous. Donc moi je suis chef de projet à la ville de Villeurbanne, en charge de piloter la création de plusieurs parcs urbains. En fait, la ville de Villeurbanne, on est dans un contexte urbain dense avec peu de végétalisation, donc peu de ressources en sol et en conséquence une très forte demande des habitants de végétaliser la ville, d'avoir des espaces verts en concertation. C'est quelque chose qui revient de manière très importante. Donc il y a une volonté politique de répondre à cette demande et de profiter de chaque opportunité pour créer des jardins, des parcs. On est dans un contexte où c'est un héritage. Souvent, les terrains qu'on peut transformer en parc, c'est des terrains industriels, donc avec des sols stériles. Voilà, là, il y a une image du site ACI dont je vous parlerai après, mais on est vraiment dans des sites industriels avec des sols pollués, stériles, aucune végétalisation. Et donc, le sujet, c'est de transformer ça en parc urbain, mais en parc, donc recréer un sol. C'est quelque chose qui s'impose à nous. Il y a une démarche la démarche souhaitée, c'est forcément d'avoir le moindre coût environnemental, donc le moins de dépenses de la ressource, travailler le plus possible en économie circulaire. Donc la fertilisation s'impose finalement au projet de la ville. Donc on essaye de l'intégrer le plus en amont possible dans nos projets.
Donc on teste, hein, comme tout le monde l'a dit avant moi, c'est quelque chose d'assez récent, cette démarche. Donc on expérimente, on teste. Il y a déjà eu l'idée, c'est de le faire de plus en amont possible. Donc dans certains projets, les premières fois, c'est arrivé un peu à la fin des études de maîtrise d'œuvre, voire dans la consultation travaux, il y avait cette idée de fertiliser. Ensuite, on l'a intégré au cahier des charges de maîtrise d'œuvre, pas forcément avec une mission spéciale, mais en tous les cas avec une idée de fertiliser et en gros en laissant à l'équipe de maîtrise d'œuvre faire des propositions. Et aujourd'hui, on l'intègre vraiment de manière plus précise dans la conception de la maîtrise d'œuvre, dans la consultation, pardon, avec une mission spécifique, une mission complémentaire spécifique. Donc parmi les parcs qui sont actuellement soit à l'étude, soit en consultation d'ailleurs, de maîtrise d'œuvre, on a plus ou moins précisé ces missions-là avec vraiment l'intention d'avoir une stratégie mise en place dès les études parce qu'on sait, comme le disait Muriel, on sait que ça va être une contrainte entre guillemets supplémentaire, ça va demander du temps, ça va demander de l'espace aussi parce qu'il faut avoir l'espace nécessaire pour fertiliser en place et laisser ces terres. Et voilà, tout ça dans le but d'avoir le meilleur sol possible pour avoir des plantations qui soient les plus résilientes, des infiltrations, des infiltrations en direct des eaux pluviales pour enrichir le mieux ce sol. Les projets donc, qui sont développés aujourd'hui, là vous avez une image du parc Raphaël de Barros. Donc, dans ce parc-là, justement, ça a été initié, un des projets qui a été initié il y a 2 ans de ça. La fertilisation n'était pas prévue là, dans la conception au démarrage. Et c'est le maître d'œuvre qui a proposé, donc ce sera Ornella qui en parlera ensuite, in situ, qui a proposé cette stratégie de fertilisation. Et donc on l'a mise en place au fur et à mesure, en parallèle, on va dire, des études de conception de maîtrise d'œuvre. Sur ACI, l'image qu'on a vue avant, c'est un parc où on est en début des études de maîtrise d'œuvre. Là, il y avait la volonté vraiment de fertiliser et l'équipe intègre un expert de la fertilisation qui va nous aider à développer une stratégie qui n'est pas encore pareil. Ça aussi, ça va être sans doute encore à trouver la meilleure stratégie. Ce qu'on a comme contrainte aussi, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est des sites industriels, donc pollués. Donc aujourd'hui, on est sur tous ces sites, on a le constat de comment on dépollue et en même temps, on arrive à avoir gardé une ressource en sol sur place. Et ça, j'avoue que je pense qu'il y a vraiment une marge de progression encore à travailler avec les bureaux d'études environnementaux qui ont leur objectif de dépollution et les volontés de fertiliser en place. Les lignes doivent encore bouger sur certains points, dont ceux-là. Je ne sais pas si Donc là, non, juste pour faire la transition avec In situ, du coup, c'était l'histoire de montrer qu'il y a différentes manières d'arriver vers cette réflexion d'intégrer le sujet des sols, en fait, et de leur valorisation. Donc soit avec des stratégies là qu'on a vues de régénérer une partie des sols sur place dans le cas du tramway où tronçon par tronçon, on va finalement aller interfacer avec les lots VRDistes pour aller regarder quelle est la qualité du sol avant terrassement pour savoir si on l'emmène oui ou non sur une plateforme dédiée à améliorer les sols, et aussi d'avoir un sourcing de terres, de ressources qui proviendraient de l'extérieur, qui sont initialement des terres qui vont finalement d'habitude en carrière, sans être réellement valorisées, et du coup qui pourraient recréer des sols fertiles sur place. Donc c'est un peu le même cas sur Parc ACI, le Parc Raphaël de Barros, où du coup on recrée des sols avec une petite partie des sols en place, mais c'est surtout qu'on importe d'autres types de sols qui ne sont pas des terres végétales pour les réaméliorer sur place. Ensuite, Ornella, je te passe la parole sur l'aspect interface avec les maîtrises d'œuvre. Bonjour à tous, Ornella Baronic in situ. Donc moi je représente ici la casquette maître d'œuvre, donc concepteur des projets.
Il faut savoir que nous, en tant que paysagistes, on travaille beaucoup avec le vivant et que le vivant, son support, ça va être le sol. Et quand on arrive sur un nouveau projet, sur un nouveau site, on n'a pas toujours la connaissance de la qualité du sol qu'on a sur place. Et ce genre de filières qui nous permettent de refertiliser les sols en place, ça nous permet à la suite de recréer des sols qui étaient potentiellement inexistants à la base en réduisant l'import de matériaux dont va nécessiter notre projet. Et réduire cet import de matériaux, ça va avoir plusieurs bénéfices. Si j'importe moins de matériaux, j'ai besoin aussi d'en exporter un peu moins. Donc j'ai moins de camions qui viennent m'apporter ma terre et m'exporter ce que je ne veux plus sur mon site. Donc je réduis mes émissions de CO2, donc je réduis mes nuisances riverains, je réduis beaucoup de choses. Ensuite, au-delà de cet aspect un peu environnemental, j'ai une meilleure connaissance, en quelque sorte, de la terre que je vais mettre à disposition, des végétaux que je vais mettre en place sur mon aménagement. Parce que ce sont des éléments qu'on vient mettre en place plus tôt dans les phases de conception. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, quand je prescris une terre végétale, je ne connais pas sa provenance, je ne connais pas sa qualité initiale, donc je vais dire à mon entreprise, ma terre, elle doit avoir certaines caractéristiques minimales. En quelque sorte, tu dois toi t'assurer quand tu me l'amènes qu'elle a ces caractéristiques qui vont permettre de créer mon aménagement. Et venir avec des réflexions beaucoup plus tôt dans les phases de conception, ça permet d'avoir un meilleur contrôle en fait de cette qualité de la terre et d'avoir une meilleure connaissance de ce qu'on met réellement en place sur notre site. Donc là, par exemple, on a un peu parlé du projet de Barros. On a eu, donc c'est une problématique qui est venue assez tard en fait, parce qu'on avait une très faible connaissance du sol qu'on avait en place, qui est un espace notamment très pollué aujourd'hui. Et du coup, quelque part, ça nous force aussi à trouver de nouvelles façons de concevoir le projet, en réfléchissant à comment j'exporte le moins possible de produits pollués qui coûtent cher à emmener en décharge. Et comment est-ce que je permets quand même de venir donner un aspect très qualitatif à mon aménagement pour permettre d'y amener les différents usages que j'ai envie d'y produire. Donc pour nous, c'est quelque chose qu'on développe énormément. Et ce qui est là où notre rôle est aussi important en tant que maître d'œuvre, c'est que toutes les collectivités aujourd'hui, toutes les maîtrises d'ouvrage n'ont pas encore cette connaissance de cette filière. On travaille donc sur le Grand Lyon, c'est en train de plutôt bien s'implanter. On travaille sur d'autres villes à l'échelle de la France qui n'ont pas encore du tout ce genre de démarche intégrée à leurs habitudes. Et du coup, une de nos premières interventions, quelque part, ça va être de venir apporter cette connaissance, ce retour d'expérience, de dire... vous savez, ok, aujourd'hui, vous exportez beaucoup de terre parce que vous produisez des déblais parce que vous êtes en rénovation urbaine et donc en construisant des bâtiments, vous faites du sous-sol, donc vous faites de l'export de terre. Cette terre-là, ne l'envoyez pas en décharge. Potentiellement, on peut réfléchir ensemble pour venir la travailler directement sur place ou pas, en fonction des disponibilités. Et les 20 000 mètres cubes que j'ai besoin pour revégétaliser totalement votre ZAC, par exemple, et elle va pouvoir venir de la terre qui était déjà présente sur site. Donc pour nous, c'est plutôt des économies. Il y a beaucoup de leviers sur lesquels ça nous permet de faire des économies et on rejoint les différents enjeux environnementaux qui vont vers la frugalité des projets et ça passe aussi par la ressource en terre. Merci pour ces retours d'expérience. Donc dans les projets que vous avez présentés, vous avez pu prendre en compte la ressource en sol qui existait. Et Pierre va nous continuer cette présentation pour présenter les moments où ce n'est pas possible. D'abord, je vais peut-être laisser la parole à Pierre-Yves avant. Mais juste là, pour bien schématiser, c'est qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a besoin d'une certaine souplesse sur les projets. C'est quelque chose qui se travaille pas, c'est pas Terre Fertile tout seul qui va chercher à construire cette souplesse. Ça passe par un réseau d'acteurs qui à leur échelle en fait ont un petit levier à activer pour faire en sorte que ce sujet des sols soit pris en compte et que effectivement ça porte ses fruits dans la réussite des projets paysagers de demain. Néanmoins, là, du coup, on va faire un pas de côté. Là, on a parlé des projets dans lesquels on peut se permettre de prendre en compte ces sujets en amont.
C'est-à-dire qu'on a le temps, on a l'espace, on a potentiellement la ressource sur place pour le faire. Mais il y a beaucoup de cas en fait, où on a besoin aussi de répondre aux besoins des entreprises du paysage. Qu'est-ce qu'elles font, les entreprises du paysage? Elles créent, elles entretiennent des espaces verts au quotidien pour le besoin, pour les collectivités. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font? Elles achètent de la terre végétale, elles se fournissent en terre végétale, alors de qualité très variable. Demain, si on veut vraiment avoir des projets urbains résilients, il faut leur proposer des alternatives. Et du coup, il faut leur proposer des sites où ils peuvent aller acheter finalement des terres qui auraient subi ce processus ce processus de fertilisation, d'amendement et d'aggradation des terres pour recréer ces sols fertiles sur des sites et des plateformes. Donc c'est ce dont on va parler avec un des partenaires de Terre Fertile, PHV, que j'ai à ma droite, autour de Lyon. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui on construit ce réseau avec plusieurs acteurs et notamment avec des acteurs qui travaillent en lien avec la filière de gestion des terres et leur revalorisation. Donc je te laisse la main. Donc je suis donc Pierre-Yves Esparcieux, directeur de PHV Carrière, donc plutôt acteur sur l'agrégat béton. Et puis j'ai été consulté il y a déjà quelques mois, voire quelques années, sur l'expérimentation en fait du projet Terre Fertile. Moi personnellement, j'ai adhéré tout de suite au concept parce que je connaissais les carences qu'il y avait sur la fourniture de terre végétale sur les chantiers, qui vient souvent de chantiers, on va dire, éphémères, plutôt sur l'extérieur de Lyon. Et je voyais arriver dans nos carrières ces fameux limons, alors qu'ils sont mis en remblai de carrière, c'est très bien, mais je pense qu'il y a mieux à faire que ça. Et quand j'ai été sollicité, on a la chance d'avoir en carrière de la place, et puis on s'est lancé à faire l'expérimentation à côté de Pierre et de l'équipe Terre Fertile. Donc nous, on est la cheville ouvrière de ce partenariat. Et puis on a été assez vite conquis par la possibilité qu'il y a effectivement à partir de terrains qui sont complètement stériles au départ. Et puis avec la recette, avec l'analyse, avec tout le retour de ce que nous fait Terre Fertile, qui nous fait la conception de la recette. Et nous, on applique toutes leurs consignes. Et on voit effectivement renaître des terrains qui vont être avec des propriétés très intéressantes pour refaire de la culture dedans. Donc voilà, donc on est passé du stade d'expérimentation pendant 1 an. 2023, on a 3 sites aujourd'hui qui sont rentrés en production. Donc on voit que les expériences ont été vraiment très concluantes. On sait aussi, comme ça a été présenté par avant, qu'il y a des gros besoins qui arrivent par rapport aux futures lignes de tramway. Donc nous, on s'est mis d'ores et déjà dans la préparation. On essaye, il y a un point qui méritait d'être amélioré, c'est que nous, on a quand même des carrières qui sont à l'extérieur de Lyon. Donc on est obligé de transporter des matériaux issus de chantiers lyonnais, les déporter à l'extérieur pour pouvoir les travailler pendant 6 mois, 1 an et les faire revenir sur des chantiers lyonnais. Donc la chose à améliorer, c'est d'améliorer le transport. Et donc on a pu commencer à le faire cette année avec deux plateformes plutôt dans le centre de Lyon, enfin dans une couronne intéressante de Lyon, sur des parcelles, sur des occupations temporaires. Là, directement, on va collecter le limon depuis les chantiers. Donc nous, là-dessus, c'est un petit peu notre point fort, c'est qu'on est au plus proche des terrassiers, parce qu'on est d'habitude un bon partenaire pour les évacuations. Donc avec Pierre, dès qu'on a un chantier qui va démarrer, on s'intéresse tout de suite à la géologie du terrain. Ce qui devait habituellement partir en carrière, et finalement on réfléchit à détourner ça sur une de nos plateformes. On collecte ensuite la ressource nécessaire pour rendre fertiles les terrains, donc du compost. On a des procédés d'ensemencement, d'arrosage si nécessaire, suivant les périodes rencontrées. Et puis on attend mois après mois la maturation de ce terrain et puis qui va être remis à la commercialisation dès qu'elle aura toutes les propriétés requises.
Donc moi j'ai trouvé à titre personnel et pour PHV que c'était très enrichissant d'avoir accompagné Terre Fertile et puis de rentrer maintenant dans un process de production. En tant que carrier, il faut se soucier de l'accès à la ressource. On a effectivement accès à la ressource dans nos carrières, mais il faut qu'on aille plus loin aujourd'hui dans ce qui est fait dans le recyclage. On sait très bien faire le recyclage des matériaux de démolition, mais c'est vrai que ces matériaux de terrassement étaient un peu laissés pour compte. Personne ne s'en était trop préoccupé avant, et finalement on se rend compte que dans Lyon, dans nos terrassements lyonnais, on a une ressource aujourd'hui. Après un certain travail, et comme disait Pierre, c'est pas simplement noircir une terre, il y a un travail à faire. Nous, seuls carriers, ne saurions le faire. Si on n'était pas accompagné de l'équipe Terre Fertile, on ne se serait jamais lancé là-dedans. Mais en tout cas, après les expériences, et quand on voit qu'on a ouvert 3 sites cette année, on souhaite en ouvrir l'année prochaine, on est dans un élan qui est encourageant pour l'avenir. Donc, dans tout ça, effectivement, ce qui est important à préciser avec ce partenariat avec des faiseurs de terres fertiles, c'est-à-dire qu'à partir de 2 métiers qui sont relativement différents, donc celui d'accepter des terres, d'extraire des granulats dans des carrières et d'avoir des camions qui circulent toute la journée sur les routes, et celui de terre fertile qui est plutôt de s'intéresser au sujet de la fertilité des sols et comment les revitaliser finalement, et qu'on arrive à créer en fait un 3e métier qui est une résultante de ces deux-là, et pour bien prendre en compte cette ressource et organiser cette logistique. On parle d'économie circulaire, ça implique d'avoir aussi une économie d'échelle et de faire un peu la synthèse sur tous ces flux de matériaux qui tournent finalement aujourd'hui autour de la métropole de Lyon, pour notre cas ici. Donc aujourd'hui, je voulais juste là faire un petit photo sur finalement où est-ce que se positionne Terre Fertile dans le réseau en fait qui existe déjà et qui gravite localement et qui peut être propre à toutes les métropoles en fait ou toutes les grandes villes. C'est-à-dire Terre Fertile se positionne un peu en tant que garant sur le sujet de la traçabilité, la qualité, en tant que garant technique, économique et agronomique sur le sujet des sols pour plusieurs acteurs. Chacun, dans ses corps de métier qui sont cités ici, vont avoir une vision différente des sols. L'entreprise de TP, le terrassement, pour lui ou pour elle, la terre sera quelque chose d'excédentaire et qui n'est pas forcément une ressource, parce que c'est quelque chose qu'il faut évacuer d'un chantier dans un temps donné. Si c'est du caillou, c'est bien parce que c'est plus facile à construire dessus. Si c'est de la terre, du limon en l'occurrence, c'est pas intéressant parce que pour les fondations, pour la portance, c'est pas spécifiquement ce qui est recherché. Alors que pour les entreprises du paysage, la terre, c'est le terreau dans lequel on va mettre nos végétaux. C'est le terreau dans lequel on a notre garantie de reprise des végétaux derrière. Donc c'est déjà pas du tout la même sensibilité. Donc nous, on est à l'interface entre ces deux sensibilités. La casquette un peu de fabricant faiseur de terre fertile, c'est un peu une interface finalement entre les deux, c'est-à-dire être en contact avec ces gisements de terre qui sortent des alentours des métropoles pour aller les acheminer sur des sites prêts à être mélangés, à être refertilisés. Et ensuite, c'est d'apporter en fait cette compétence et cette transparence auprès des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, pour les assister et les accompagner dans leur stratégie de valorisation sur leurs différentes opérations. Donc finalement, aujourd'hui, c'est comme ça que se décline la casquette un peu d'accompagnement de terre fertile. C'est du coup du plus en amont au plus opérationnel, du plus en amont de faire du conseil sur du diagnostic agropédologique. Tout commence par un trou dans le sol. On va regarder la qualité du sol. On ne prend pas juste une analyse de sol, un bulletin d'analyse de laboratoire, ce n'est pas suffisant. Il faut aller vraiment regarder la qualité du sol, avoir des descriptions visuelles de terrain, et ça, après, on l'associe avec un bulletin d'analyse dans un deuxième temps. Je mets de côté aussi le sujet des terres polluées. Ce n'est pas des sujets dans lesquels on va travailler sur ce sujet-là, parce que c'est d'autres filières, c'est d'autres réglementations. Nous, on travaille bien sur des terres naturelles inertes. Donc ensuite, une fois qu'on a identifié cette ressource, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Donc c'est proposer des schémas de valorisation sur les projets, in situ, hors site, qu'est-ce qu'il est possible de proposer.
c'est d'être aussi force de proposition auprès des entreprises d'espaces verts. Et là, c'est un peu le cas du coup sur le projet du Citral, c'est de les accompagner sur ces différentes plateformes éphémères pour recréer les sols fertiles des futures lignes de tramway. Donc, de la même façon qu'on accompagne PHV, Carrières et Matériaux aujourd'hui, ou le confrère Carrières du bassin rhône-alpin également. Et du coup, c'est d'avoir avec ces deux partenaires que j'ai cités des sites en dehors de la métropole chez qui les entreprises du paysage peuvent aller s'approvisionner durablement avec des terres effectivement issues de l'économie circulaire. Donc la philosophie de déploiement de terres fertiles, en fait, c'est de considérer finalement qu'on a des besoins qui sont répartis sur l'ensemble de la métropole. Et encore une fois, là, c'est une photo de la métropole de Lyon, mais ça peut être sur d'autres territoires. On a besoin de sites où en continu, on a besoin de terre, parce qu'on a besoin de terre un peu tout le long de l'année, même s'il y a des périodes de plantation plus propices que d'autres. Et de considérer finalement toutes ces petites dents creuses aussi qu'on a sur une logique d'urbanisme transitoire, de foncier délaissé. Souvent, on a des projets qui mettent du temps à démarrer et en fait, pourtant, qui se retrouvent dans des nœuds de circulation qui sont tout à fait cohérents d'un point de vue économie circulaire. Et en fait, succinctement, on occupe ce foncier, on déroule le tapis, on fait le processus de mélange de terre, et le jour où il faut restituer ce foncier, on retire la terre et elle repart dans un circuit. Et là, on a gagné en termes de flux de camions, en termes d'économie sur les terres et en termes d'impact environnemental. Donc il y a toujours plusieurs... le chemin n'est pas tout droit, il y a beaucoup de sinuosité pour arriver à débusquer des projets dans lesquels on peut insérer cette logique de valorisation des terres. Et comme on a vu, il y a toute une diversité de configurations dans lesquelles on peut s'intégrer dans une logique des sujets des terres fertiles. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? On a le temps pour 2-3 questions, je pense. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. J'avais une question plutôt sur le volet réglementaire. Du coup, là, tout ce qui est en fait flux de matériaux, ça prend tout de suite le statut de déchet en fait. Et est-ce que dans vos activités, vous êtes confrontés comme ça à des verrous réglementaires par rapport à ce déplacement de matière, quoi? Alors aujourd'hui, la terre, effectivement, la terre excavée d'un chantier, dès lors qu'elle passe le portail du chantier, elle a effectivement le statut de déchet. Aujourd'hui, nous, par le schéma des bordereaux de suivi de traçabilité des terres, elle reste un déchet tout du long de son usage, depuis son site d'extraction jusqu'à la plateforme, jusqu'à la restitution sur le chantier final. Donc tout ça, en fait, est porté à la connaissance de l'acquéreur final qui sera le maître d'ouvrage récepteur de la terre. Donc aujourd'hui, effectivement, se pose la question de la normalisation, notamment avec les normes support de culture. Philosophiquement, on considère qu'elles sont un peu légères parce que cette norme support de culture ne prend pas super bien en compte le sujet de la vie dans le sol, en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'est pas spécifiquement rangé derrière cette norme support de culture qui permettrait d'être plus tranquille sur le sujet des terres et leur statut. Mais de fait, pour l'instant, on n'a pas de problématique liée à ça, si ce n'est les déclarations des sites sur lesquels on travaille. Une autre question? Non, peut-être que je peux poser une question de mon côté, c'est à part si... Là, ah pardon. Merci. Moi, j'avais juste une question sur le fait que, effectivement, la filière études de pollution et la filière réemploi des terres, des chantiers qui excavent, des terres qui pourraient être ressources pour d'autres chantiers, c'est deux filières différentes, mais est-ce que ce ne serait pas bénéfique de les faire se rencontrer un peu plus, notamment quand vous parliez du moment où on observe d'abord comment se décompose le terrain, quels sont les différents horizons. Nous, sur notre projet, donc je travaille sur le projet de Barros à Villeurbanne,
on a eu ce problème il y avait 2 travaux en parallèle, les études agropédologiques qui caractérisaient les sols dans ces qualités nutritives pour le vivant, et les études pollution qui faisaient un autre découpage qui ne correspondait pas à la composition du terrain et qui était un découpage très arbitraire. Et donc, le fait que ce soit 2 études qui ne se soient pas déroulées dès le début, main dans la main, nous a interdit de réutiliser certaines terres qu'on aurait pu réemployer. En gros, elles ont été annoncées comme polluées alors qu'elles ne l'étaient peut-être pas. Voilà. Donc, en fait, c'est peut-être pas une question, c'est comment ces 2 filières qui restent différentes peuvent quand même s'articuler. Oui, en fait, la question, c'est qu'autant les études cités sols pollués sont très quadrillées avec des échelles de prélèvement, autant l'agronomie, le prélèvement va dépendre de l'affleurement de l'horizon qu'on va caractériser. Et du coup, ça implique un certain pragmatisme en fait, entre l'interprétation de ces 2 études, parce qu'une étude de pollution va faire un échantillon possiblement de 0 à 1 mètre, alors que quand on regarde le matériau terre, en fait, il fait 0 à 30. Donc s'il y a un échantillon de 0 à 1 mètre entre 0 et 30, il n'est pas représentatif. Il y a un problème de représentativité des 2. Donc en fait, ça aussi implique le fait que ces études diagnostiques, anticipation, agropédologiques des terres peuvent être simultanément réalisées en parallèle des études géotechniques et des études pollution. C'est-à-dire dans toute construction aujourd'hui, vous avez systématiquement ces études et on peut mutualiser en fait ces interventions, ce qui permet d'avoir vraiment un regard exhaustif en livrable final pour connaître la qualité des sols et savoir si les terres sont polluées ou pas, si elles sont intéressantes en termes de fondation pour le géotechnicien, et finalement si c'est une potentielle ressource qu'on pourrait envoyer vers une filière de revalorisation des terres, plutôt que de l'envoyer dans une ISDI sans valorisation agronomique spécifique. Est-ce qu'on a une dernière question? Bon, très bien, je pense que dans tous les cas, on a atteint le bon timing. Donc merci beaucoup à tous nos intervenants. Merci à tous. Et n'hésitez pas à passer sur le stand de Terre Fertile si jamais vous avez d'autres questions. C'est 4M100. Voilà. Merci et très bon après-midi.